Au mérite de la pause café, je passe la parole à François Verlot, qui est professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, qui travaille au laboratoire FEMTO. Et je vais te passer la parole pour la présentation. Merci. Merci Constantin, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de langage, parce que Constantin nous a dit qu'il fallait qu'on essaie de mettre qu'on essaie de traduire nos langages respectifs dans un langage commun. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, en tout cas je vais essayer de vous donner des pistes là-dessus. Alors du coup, ma présentation elle est peut-être trop pointue sur certains domaines, peut-être pas assez pour d'autres. Donc je pense que si vous la trouvez trop pointue, il y a des transparences sur lesquelles vous pourrez somnoler un petit peu, puis peut-être que pour d'autres, si c'est pas assez pointu, vous pourrez aussi somnoler. Alors j'espère que je vous réveillerai quand même à la fin. Donc je vais vous parler des quantités qu'on utilise généralement dans le domaine du temps et des fréquences. J'ai séparé en trois parties. Il y a une première partie qui serait une introduction où justement je vais essayer de définir les termes qu'on utilise, les symboles qu'on utilise, mais Yann l'a déjà très bien fait. Mais je vais après vous parler en termes de fréquence, parce que la fréquence est quelque chose qui est absolument indispensable. C'est dans ce domaine-là qu'on va définir en particulier tout ce qu'on considère comme les différents bruits qui perturbent les oscillateurs, pour ensuite passer au temps. Et le temps, c'est sans doute la chose qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce qu'on va plus évoluer, enfin, j'imagine qu'on va plus parler d'évolution à long terme et de choses comme ça. Il se trouve que pour des raisons historiques, les gens qui travaillent sur le court terme travaillent sur le domaine des fréquences, les gens qui travaillent sur le long terme travaillent sur le domaine du temps, et ils utilisent ce que Yann a défini aussi tout à l'heure, un outil assez particulier au domaine du temps-fréquence, que sont les variances, la variance d'Adam en particulier, et je m'attacherai beaucoup sur celle-ci, mais je finirai aussi par la time variance, qui est vraiment celle qui est importante pour tous les problèmes de long terme et de synchronisation, etc. Donc, je vais passer directement. Bon, ça, c'est un peu une redite de ce qu'a déjà dit Yann, donc je vais passer rapidement. Alors, ce serait très simple si on avait un oscillateur parfaitement idéal, parce qu'un oscillateur parfaitement idéal, il suffirait de trois quantités pour le définir parfaitement. Il suffirait de connaître... mon machin ne marche pas, si. Il suffirait de connaître son amplitude, il suffirait de connaître sa fréquence ou sa période, il suffirait de connaître sa phase. À partir de là, vous connaissez parfaitement ce qui va se passer. Il ne va pas diverger, puisque c'est des grandeurs qui sont exactes, etc. Mais vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, et qu'il suffit qu'il y ait une toute petite variation qui se passe, et comme l'a dit Yann tout à l'heure, les variations en phase, c'est des variations qui s'accumulent, et donc ils vont finir par faire diverger finalement le système, et donc il va bien falloir prendre ça en compte. Donc le plus simple, alors, on peut rajouter un terme de bruit d'amplitude comme l'avait fait Yann tout à l'heure, mais ici je vais parler surtout de ce qui nous concerne, qui est le bruit de phase. Alors c'est pas forcément anodin le bruit d'amplitude, parce qu'on a de temps en temps des conversions dans certains étages des oscillateurs en particulier qui vont faire que le bruit d'amplitude va pouvoir se convertir plus ou moins en bruit de phase, donc ça peut poser des problèmes. Mais en première approximation, le bruit d'amplitude, il va faire bouger le signal comme ça, ce qui ne va pas forcément gêner les différents passages au zéro, ce qui sert justement à caractériser le temps d'un oscillateur. Par contre, les variations de phase, ça va faire bouger le système comme ça. Et là, ça va être beaucoup plus important, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, ce qu'on utilise souvent, plutôt que de parler de phase en radian, c'est de parler de phase en temps. Donc, il suffit de diviser phi par 2 pi nu 0, puis on met en facteur ce qui est dans l'argument du sinus qui est ici, et vous avez quelque chose qui apparaît comme étant un temps, plus une petite variation du temps, ce qu'on appelle l'écart temporel, ou le phase-time, parce qu'en franglais, on dit plutôt phase-time. Mais en tout cas, c'est une phase, bien sûr, mais qui a la dimension d'un temps. Et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est d'autant plus utile que c'est la quantité qu'on utilise tous les jours. Si vous dites, par exemple, que votre montre a 39 secondes de retard, ça veut dire que, implicitement, vous imaginez que vous avez une référence que je mets ici avec une référence horloge atomique, et puis que votre horloge, elle a un temps qui est 39 secondes en retard par rapport au temps qui est donné par cette référence. Et ça, typiquement, c'est du phase-time, c'est de l'erreur temporelle. Et si vous voulez exprimer avec cette quantité qu'on symbolise généralement par x, voilà le premier élément de langage que je voulais vous donner, mais que Yann a déjà donné aussi, x de t égale moins 39 secondes, ça veut dire ça, c'est la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser très très fréquemment, et c'est pas du tout un outil particulier du temps fréquence. La seule chose qu'on a comme chose particulière, c'est qu'on appelle x.
Je reviens aussi sur ce qu'a dit déjà Yann. On peut aussi regarder plutôt ce qui se passe en fréquence qu'en phase. Et donc pour ça, on va regarder quelle est la fréquence instantanée de la sinusoïde qui est ici. Donc pour obtenir ça, il faut diviser par 2π déjà et dériver par rapport au temps l'argument de la sinusoïde. Et vous allez obtenir quelque chose qui va être la dérivée de ça plus la dérivée de ça. Donc vous retrouvez, et ce n'est pas une surprise, la fréquence nominale de l'oscillateur, plus un petit quelque chose qui va varier et qui va être donc votre bruit de fréquence. Et vous voyez que votre bruit de fréquence, il est directement lié au bruit de phase, c'est juste sa dérivée. Bon, il y a un facteur de 1 sur 2π en plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est le même phénomène qui est à la base de cette mesure. Mais seulement on l'exprime cette fois, non plus en secondes comme tout à l'heure, mais en hertz. Donc le bruit de fréquence, on pourrait le définir de cette façon-ci, mais on préfère l'utiliser d'une manière normalisée par la fréquence nominale de l'oscillateur, et c'est cette grandeur-là qu'on appelle Y, qui est la déviation de fréquence. Donc c'est ce bruit de fréquence divisé par la fréquence nominale de l'oscillateur. L'avantage que ça a, si vous voulez, ça donne, j'allais dire un pourcentage, mais c'est généralement beaucoup plus petit qu'1%, donc c'est le ppm, voire même moins par rapport à la fréquence nominale de l'oscillateur, de variation de fréquence. Et l'avantage que ça a, c'est que vous pouvez comparer des oscillateurs qui travaillent avec des fréquences très différentes, puisque ça va vous donner directement la qualité de votre oscillateur en termes de bruit de fréquence. Donc, on a deux quantités qui nous permettent de représenter le même phénomène, soit le x de t qui représente donc cet écart temporel, soit le y de t qui représente cet écart de fréquence, la déviation de fréquence. L'un, d'ailleurs, est la dérivée de l'autre. Le y de t, c'est la dérivée du x de t, ce qui explique aussi le fait qu'un peut croître de manière indéfinie alors que l'autre, il va rester borné. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux approches, l'approche phase ou l'approche temps et l'approche fréquence, c'est que dans un cas, vous allez être en mesure d'avoir une valeur instantanée de la phase, de l'écart de temps de votre oscillateur, par rapport à une référence idéale. Dans d'autres cas, vous ne pourrez pas, il faudra que vous fassiez un moyennage. C'est-à-dire que vous allez moyenner sur un certain intervalle. Autrement dit, le y de t que je symbolise ici par la courbe bleue, il n'est pas observable. Par contre, ce qui va être observable, c'est que vous allez pouvoir l'intégrer sur une certaine largeur, un certain intégral taux, et sur cet intervalle taux, vous allez pouvoir dire, mon écart de fréquence moyen sur cet intervalle, il valait cette valeur-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement obtenir, tout simplement parce que, comme c'est la dérivée de la phase, cette moyenne que vous faites ici, vous pouvez directement la traduire en termes d'écart de temps. Il suffit de mesurer la phase, ou le phase time, l'erreur de temps, à cet instant-là, moins l'erreur de temps à l'instant juste avant, et vous divisez par taux, et vous avez directement votre écart de fréquence. Donc c'est quelque chose qu'on peut réaliser de manière très très simple. C'est ce qui est fait généralement dans ce qu'on appelle un time interval counter, un compteur d'intervalle de temps. Je ne dis pas souvent en français, je ne sais pas pourquoi. Donc typiquement, vous avez un start et un stop, c'est un compteur. Vous mettez votre oscillateur que vous voulez mesurer sur le start, vous mettez votre référence sur le stop. Le premier front montant de votre oscillateur à tester va déclencher le compteur, il va s'arrêter au premier front montant de votre référence. Et donc du coup, vous allez avoir ici directement le x de t, les 29 secondes que j'avais tout à l'heure avec ma montre et l'horloge atomique, si vous voulez, mais là, généralement, ce sera plutôt des nanosecondes dont on va parler, entre les deux oscillateurs, entre la référence et l'oscillateur à tester. Alors maintenant, on est capable d'avoir des échantillonnages qui sont extrêmement rapides. Donc on va faire de temps en temps des choses un tout petit peu plus sioux, c'est-à-dire que plutôt que de faire des intervalles qui sont très très longs, on va pouvoir couper les intervalles en petits morceaux et faire des compteurs qui vont intégrer, si vous voulez, de manière un peu différente, soit de manière avec une pente croissante et décroissante, soit avec quelque chose qui est parabolique. Alors je mets des gros pavés exprès, mais ça peut être des choses très très fines. Vous pouvez voir ici une seconde, et avec un pas ici qui est de l'ordre de... Puisqu'on est capable de faire des méga samples par seconde, vous aurez un pas qui est inférieur à la microseconde ici, donc vous avez vraiment quelque chose qui va être très doux. Et l'avantage, c'est que si vous utilisez des compteurs de ce type-là, c'est que vous allez pouvoir rejeter, par exemple, le bruit blanc. Le compteur parabolique ici rejette au mieux le bruit blanc. Pourquoi on veut rejeter du bruit si on veut le mesurer? Tout simplement parce qu'on considère que le bruit blanc de phase, c'est un bruit qui n'est pas dû aux horloges, en tout cas qui ne les intéresse pas, c'est un bruit qui est généralement dû
au processus de mesure lui-même. Et si vous le supprimez, si vous n'êtes pas sensible à ce type de bruit, ben vous allez pouvoir voir ce qui se cache derrière, en particulier d'autres types de bruits qui, eux, sont plus importants du point de vue de la métrologie et qui sont des bruits en SURF et des choses comme ça. Alors ça, c'est les principaux... c'est la principale façon de faire, mais il y a plein d'autres façons de mesurer la phase ou la fréquence. La phase, ça peut être avec un phase-mètre directement. La fréquence, ça peut être avec un compteur de fréquence, un fréquence-mètre, un fréquence-mètre réciproque, enfin, il y a tout un tas de choses. On peut faire aussi des battements entre des oscillateurs qui fonctionnent à des fréquences relativement proches pour regarder le battement et étudier le battement parce que ça amplifie en gros les bruits. Et dans le domaine optique, on peut aussi utiliser des peignes de fréquences. Enfin, c'est juste donner quelques idées à ce sujet-là. Je passe maintenant au domaine des fréquences, puisque bien que j'ai dit que ce n'était pas vraiment le fond de notre problème, on est obligé d'en parler, parce qu'il y a pas mal de choses qui relèvent quand même du domaine des fréquences, et en particulier, la chose qui est la plus importante, c'est le modèle de bruit qu'on considère dans les oscillateurs, qui lui est directement un modèle de bruit qui est donné dans le domaine des fréquences. Donc la densité spectrale de puissance, à la base, c'est quelque chose qui a à voir avec les transformés de Fourier. Donc si vous avez le signal phi de t, ben vous faites l'intégrale de Fourier habituelle, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de t exponentielle moins j du pi de t, ça vous donne une quantité qui serait, si elle est définie, qui serait phi exprimée en termes de fréquence. Donc tout ça, ça s'exprimerait en secondes, hein, puisque vous avez ici la phase qui est, on va dire sans dimension, mais vous avez ici un dt qui est lui exprimé en secondes, donc vous avez quelque chose qui va être homogène une seconde. Et le problème, c'est que c'est une quantité qui n'est pas une quantité d'énergie finie. Donc la densité spectrale d'énergie serait quelque chose de cet ordre-là, mais comme on l'a vu, comme c'est quelque chose qui n'est pas stationnaire et qui peut en plus augmenter, qui peut passer de moins l'infini à plus l'infini, c'est pas quelque chose qui converge. Normalement, quand on veut faire des transformés de Fourier, pour les mathématiciens, il faut avoir des fonctions de carré sommable, ce qui n'est pas le cas de la phase. Donc si on veut travailler quand même dans le domaine des fréquences, il va falloir trouver un artifice, et cet artifice, c'est de travailler en puissance, et c'est pour ça qu'on parle de densité spectrale de puissance. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on ne va pas intégrer de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on va aller seulement de moins t sur 2 à plus t sur 2, et on va s'affranchir du temps en divisant par t. Donc là, typiquement du point de vue des dimensions, on a quelque chose qui va être homogène à une puissance et pas à une énergie. Et là, on a quelque chose qui va converger. Alors si vous faites uniquement ça, vous avez fait ce qu'on appelle un périodogramme. Donc c'est en gros une image que vous allez avoir de votre système particulier. Mais si on veut vraiment avoir quelque chose qui va proche de la définition mathématique de la densité spectrale de puissance, j'ai oublié de le dire, l'unité c'est aussi des secondes, hein, puisque vous avez ici des secondes au carré, mais divisé par des secondes, donc vous restez avec une dimension qui est la seconde. Donc la vraie définition de la densité spectrale de puissance serait de prendre une moyenne, et quand je fais ce signal-là, je veux dire les braquettes que j'ai ici, c'est une moyenne d'ensemble, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer, ce qui n'a pas beaucoup de sens physique, mais imaginez que vous avez une infinité d'horloges qui sont exactement identiques, qui ont exactement les mêmes caractéristiques statistiques du point de vue du bruit qui les affecte, mais qui sont totalement indépendantes statistiquement. Et donc dans ce cas-là, vous pourriez avoir cette définition-là. Donc on voit que la définition, déjà, elle sort un peu du domaine réel, c'est vraiment dans le monde idéal des mathématiques, d'autant plus que l'idéal, ce serait même qu'on ait en plus une limite de t qui tend vers l'infini. Donc regardez ce qui se passe depuis le début de l'univers jusqu'à la fin de l'univers, au moins jusqu'à l'heure actuelle, et ça vous donnerait une idée de la densité spectrale. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. En gros, ce qui est par contre accessible, c'est le fait de faire ça, et dans certains cas, on peut considérer que cette moyenne d'ensemble peut être réduite à une moyenne temporelle si tant est qu'on a quelque chose d'un peu ergodique. Il faut être très très prudent avec ça parce qu'il y a pas mal de bruits qui vont affecter les oscillateurs qui ne sont pas des bruits ergodiques, enfin qui sont des bruits qui ne sont pas stationnaires, et donc là l'ergodicité peut être rompue. En tout cas, dans certaines conditions, on peut quand même améliorer les choses. Si on ne peut pas, ben on se contente de regarder le périodogramme, mais bon, de temps en temps, on peut quand même moyenner sur des périodes, sur des densités spectrales qui ont été mesurées sur différents temps. Deuxième chose qu'on peut dire par rapport à la densité spectrale, c'est que par définition la phase c'est quelque chose qui est parfaitement réel,
il n'y a pas de partie imaginaire, donc ça veut dire que cette quantité, la densité spectrale de phase, c'est une quantité qui est paire. Elle vaut exactement la même valeur pour les fréquences négatives et les fréquences positives. Donc pourquoi s'embêter avec les fréquences négatives? On va considérer que les fréquences positives, et ce qu'on définit, c'est la densité spectrale de phase unilatérale, one-sided en anglais, qui est exactement la même que la densité spectrale qu'on a définie avant, mais multipliée par 2, parce qu'on va considérer que pour toutes les fréquences négatives, elle va être égale à 0. Et si vous multipliez par 2, vous pouvez continuer à faire 2 équations, parce que généralement, ça marchera exactement de la même façon. Donc, condition d'intégré, évidemment, de f égale 0, f égale infini. Et c'est ce qu'on représente généralement, les gens qui font de l'analyse de bruit de phase, donc qui sont plus concentrés sur le court terme, ce qui se passe au niveau de quelques kilohertz, mégahertz, etc., donc quelques microsecondes, quelques éventuellement nanosecondes. C'est des gens qui vont parler plutôt en fréquence, et ils vont tracer ce type de courbe sur une courbe log-log, donc c'est tout simplement 10 log de 10 de ça, ce qui s'exprime en dB par hertz. Je rappelle que la définition, l'unité physique, c'est quand même des secondes, et les gens préfèrent d'utiliser des secondes moins 1 qui sont des hertz. Il y a une petite variance qui existe, une petite variante qui existe encore, mais qui devrait être normalement plus... dans les recommandations, il faut normalement plus l'utiliser, mais on la trouve encore sur pas mal des datasheets. C'est L de F. L de F, c'est la même chose que S phi de F, sauf que c'est divisé par 2. Et chose bizarre, on l'exprime en dBc par Hertz. Le dBc, alors, je crois qu'initialement ça devait être dû à carrière pour la porteuse. Enfin bref, c'est juste pour traduire le fait qu'il y a 2. Donc si vous voyez une courbe comme ça, il faut rajouter 3 dB, enfin multiplier par 2 si vous voulez, mais en log, il faut rajouter 3 dB pour obtenir l'unité officielle qui est la densité spectrale de phase. Alors cette densité spectrale, on l'a définie pour la phase, mais vous savez qu'il y a plein d'unités qu'on a définies par rapport à cette phase. En particulier, il y a le time error, l'erreur temporelle que j'ai définie tout à l'heure, qui est juste la phase divisée par un facteur 2pi nu 0, où nu 0 c'est évidemment la fréquence nominale de l'oscillateur. Si vous faites la transformée de Fourier de ça, vous allez avoir ce coefficient-là à prendre en compte. Comme c'est une densité spectrale, c'est-à-dire une transformée de Fourier au carré, c'est ce facteur-là au carré, 4pi2 nu 0,2. Donc vous pouvez directement traduire votre courbe de densité spectrale de phase en courbe de densité spectrale d'écart de temps, ce qui n'est pas très utilisé. Ce qui est plus utilisé, par contre, c'est cette quantité-là, la densité spectrale de fréquence, cette fois. Donc là, vous avez non seulement ce paramètre, ce facteur 1 sur 2pi nu 0 qu'il va falloir prendre en compte, mais aussi le fait que vous dérivez la fréquence. Et vous savez que quand on dérive dans le domaine direct, ça correspond à multiplier par un facteur qui est j 2pi f, f étant la fréquence de Fourier cette fois, dans le domaine des fréquences. Donc vous allez avoir, comme si une densité spectrale, le j disparaît, on prend 4pi2 f2, 4pi2 f2 divisé par 4pi2 nu 0 carré, ça fait f2 sur nu 0,2. Et ce qui est important ici, c'est que vous avez quelque chose qui est proportionnel à la densité spectrale de phase, mais multiplié par la fréquence au carré. Autrement dit, imaginons que votre densité spectrale de phase, ce soit du bruit blanc, c'est quelque chose qui va être constant. Si vous regardez ce qui se passe en densité spectrale de fréquence, ça va être quelque chose qui va croître comme la fréquence au carré. Donc vous avez deux types de comportements qui vont s'opérer si vous regardez en domaine de fréquence, suivant que vous regardez la phase ou la fréquence. Mais c'est comme ça que ça va se traduire. Bon, on peut faire aussi la même chose avec l'autre, mais c'est moins important. Donc je maintiens aussi que là, de la même façon que tout à l'heure, on va avoir une dimension qui sera des secondes, donc des hertz moins 1, puisque vous avez c'est ça qui est exprimé en hertz moins 1, multiplié par une fréquence divisée par une fréquence, les deux au carré, ça ne va pas changer la dimension. Donc voilà pourquoi c'est très important de regarder ce qui se passe dans le domaine des fréquences. C'est parce que les différents types de bruit qui peuvent affecter un oscillateur sont définis dans le domaine des fréquences. On considère que la densité spectrale de fréquence, elle peut être modélisée par 5 types de bruit, 5 lois de puissance différentes, avec des exposants qui sont de -2 à +2. Donc vous avez du bruit en F-2, du bruit en F-1, du bruit blanc, du bruit en F, du bruit en F2, ou si vous voulez, puisque vous rappelez que la densité spectrale de phase, c'est à un facteur près
il va falloir diviser par f-2, enfin multiplier par f-2 ou diviser par f2. Donc vous avez ici du bruit en f-4, en f-3, f-2, f-1 ou du bruit blanc. Et tout ça, c'est le même phénomène. Donc il y a différents types de bruit qu'il va falloir prendre en compte. Certains qui ont la particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas être stationnaires, donc d'être beaucoup plus embêtants. Mais à la base, ce qu'on connaît comme type de bruit élémentaire, c'est le bruit blanc. Donc le bruit blanc, il est relativement sympa parce qu'on sait très très bien faire, il ne diverge pas, etc. Mais on a aussi le fameux bruit en 1 sur F qu'on retrouve partout. Dans la littérature, vous le trouverez dans tous les domaines de la physique, on le retrouve en astro, on le retrouve dans tous les domaines. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que dans un oscillateur c'est un résonateur, plus un amplificateur, plus de l'électronique, etc., il va y avoir des phénomènes d'intégration qui peuvent se faire. Donc si vous intégrez du bruit blanc, ben, vous allez obtenir du bruit en f-2. Si vous intégrez du flicker, enfin du bruit en 1 sur F, vous allez obtenir du bruit en f-3. Donc tout ça, c'est des choses qui se passent à différents étages de votre oscillateur. Et bon, généralement, on sait que l'environnement va se traduire encore par un terme de randomo qui va être en plus, qu'on va pouvoir retrouver en plus, un terme donc de très très basse fréquence. Pour donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, donc là typiquement, alors c'est des simulations, mais ça pourrait être du vrai bruit qu'on sort d'une horloge. Là vous avez un bruit blanc pur. Un bruit blanc pur, c'est un bruit blanc qui est gaussien, donc vous avez tout ce que vous savez, c'est qu'un échantillon, sa probabilité maximum, c'est d'être ici, mais il a une probabilité non nulle d'être en haut, en bas, et la probabilité d'être plus haut ou plus bas, elle va être d'autant plus faible que vous éloignez du centre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune mémoire, aucun effet mémoire dans tout ça. Si vous avez beau savoir tout ce qui s'est passé dans toute cette séquence-là, ça ne vous donne aucune information complémentaire pour savoir où va se situer le prochain point. Tous les points sont complètement, toutes les mesures sont complètement décorrélées les unes des autres. Si vous regardez ce qui se passe maintenant avec un bruit basse fréquence, là c'est du randomo, la marche aléatoire de fréquence, du f-2, là au contraire vous voyez qu'il y a des corrélations extrêmement fortes entre les échantillons. Si vous êtes ici, ben vous savez que l'échantillon voisin, il a peu de chances de se trouver là ou là, il va se trouver forcément au voisinage. Et donc là, les corrélations fortes vont pouvoir nous aider. Donc vous voyez que si on a en tête le fait de pouvoir prédire ce qui va se passer, par exemple, dans l'évolution future d'un oscillateur, on n'aura pas du tout les mêmes calculs, pas du tout les mêmes prédictions, suivant qu'on a ce type de bruit-là ou celui-ci. Alors la même chose vue du côté des fréquences. Donc là, justement, vous avez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous avez le périodogrammes qui sont les petits points rouges qui sont ici, et la densité spectrale de fréquence qui est la ligne bleue qui est là, qui est une constante. Donc le bruit blanc, on dit que c'est un bruit qui a toutes les amplitudes qui sont au même niveau pour toutes les fréquences. En revanche, vous voyez que ça reste quand même très très aléatoire. Ben oui, parce que quand vous faites la transformée de Fourier d'un bruit blanc, c'est un bruit blanc. Quand vous prenez son module au carré, ben c'est une loi de Q2. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas, ça reste aléatoire. Si on fait la même chose avec le bruit, la marche aléatoire que j'avais ici, vous apercevez qu'on va voir très nettement cette dépendance en f-2. Donc là, c'est visible de manière évidente sur la densité spectrale de fréquence qui est ici, mais aussi sur le périodogramme, parce que vous voyez que tous les points sont concentrés autour de cette décroissance en 1 sur f2. Et on peut le traduire, ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de corrélation, on peut le traduire en disant que si vous êtes à des fréquences relativement élevées, l'amplitude est nécessairement beaucoup plus faible que si vous êtes à des fréquences basses. Autrement dit, vous avez une probabilité beaucoup plus forte d'avoir des oscillations à long terme, typiquement comme ça, avec une grande amplitude, alors que les oscillations à court terme, ici, elles auront forcément une toute petite amplitude. Donc c'est une autre façon de voir les choses, mais on peut aussi bien le voir en termes de corrélation du domaine temporel ou en termes d'amplitude dans le domaine des fréquences. Et typiquement, ce sur quoi travaillent les gens qui s'intéressent à la mesure à court terme, la mesure de stabilité à court terme, donc au bruit de phase, ben, ils travaillent sur des courbes de ce type-là. Alors ici, c'est du L2F, donc le truc, ça vient d'une entreprise. Donc là, j'ai pris ça au hasard, hein, c'est un oscillateur, un oscillateur à résonateur diélectrique en micro-ondes, à 10 GHz. Et donc là, ce que font les gens, c'est regarder ce qui se passe. Alors déjà, on voit qu'il y a un palier au départ qui est du bruit blanc de phase. Donc ça, c'est une densité spectrale de phase, enfin un facteur 3 dB,
à 3 dB près, un facteur 2 près. Ensuite, il y a une phase qui est du bruit en F-2 qui est ici. Donc là, c'est une intégration qui se passe à l'intérieur de l'oscillateur. Puis ensuite, vous avez là quelque chose qui va passer en F-3 parce que dans l'ampli, vous avez du flicker, enfin du bruit en 1 sur F qui apparaît, qui va venir perturber, c'est ce qu'on appelle l'effet Liseux, qui va venir perturber le signal de votre oscillateur. Et donc voilà, ce qui est important, c'est de bien distinguer ces 3 phases. Et vous voyez que les B0, B-1, B-2 pardon, et B-3, ça correspond au coefficient que je vous ai montré tout à l'heure, la B0, B-2, B-3. Vous voyez aussi que les gens ont fait le travail correctement, parce que là on voit que c'est pas à moins 170, ça va être à peu près, je vais dire, à moins 173. Donc moins 173, vous enlevez 3 dB pour passer en densité spectrale de fréquence, et puis vous divisez par 10 et vous prenez l'exposant, ça fait 10 puissance 17, c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Et puis là, si vous voulez trouver la pente, enfin la pente ici, on la connaît, mais si vous trouvez l'ordonnée à l'origine, il faut aller jusqu'à la fréquence 1, et puis vous avez la valeur qu'il a, etc. Donc tout ça, ça se peut mesurer très facilement sur un graphe de ce type-là. Et ça, c'est ce qui satisfait les gens qui s'intéressent au bruit de phase, donc qui s'intéressent à la stabilité à court terme. Nous, on va regarder ce qu'on fait quand on s'intéresse à la stabilité à long terme, et je vais vous présenter en particulier l'outil dont Yann a déjà parlé, et moi un tout petit peu aussi, qui s'appelle la variance, en particulier l'archétype des variances, qui est la variance d'Allen. Alors tout vient de la variance classique. La variance classique en statistique, hein, vous avez un signal, l'idée c'est de prendre chaque échantillon, et puis de soustraire de chacun échantillon la moyenne de l'ensemble, et puis vous élevez le tout au carré. Et ça vous donne quelque chose qui est ce qu'on appelle la variance vraie. Alors, dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça avec une infinité d'échantillons, donc on le fait avec un nombre n d'échantillons. Il faut diviser par n-1 parce qu'on a déjà perdu un degré de liberté. Enfin, ça, c'est des détails, on s'en moque, mais en tout cas, le principe, c'est ça, c'est que vous prenez chacun des échantillons et vous lui enlevez la moyenne arithmétique de toute votre séquence. Mais on se rend compte que quand on fait ça, en particulier quand on a les bruits basse fréquence, ça ne converge pas. Et plus votre séquence va être longue, plus vous allez trouver une variance qui va être élevée. Et donc ça posait des problèmes aux personnes qui ont commencé à s'intéresser de près à la statistique justement de ce type de bruit, en particulier un certain David Allen. Et en 1966, il a eu une idée, c'est de dire, je vais, plutôt que de diviser par n ici, je vais regarder ce qui se passe sur 2 échantillons qui sont successifs, je vais diviser par 2. Et donc il est arrivé à cette définition-là de la variance à 2 échantillons, qu'on appelle maintenant la variance d'Allen. Et si on bidouille un tout petit peu ça, puisque vous avez 2 échantillons, hein, vous avez y1 plus y2 divisé par 2, enfin y1 moins y2, ça vous fait y1 moins y2 en définitive. Donc vous avez, en gros, chaque fois que vous avez 2 échantillons, vous prenez celui-ci moins celui-là, vous élevez au carré, vous prenez celui-ci moins celui-là, vous élevez au carré, et vous projetez ça sur toute la séquence, et après vous faites la moyenne de tous les résultats. Et ça vous donne le résultat de la variance d'Allen, directement. Enfin, il y a un facteur 1,5 à ne pas oublier, mais c'est tout. Alors quand je mets des braquettes, encore une fois, en toute rigueur, ça voudrait dire une moyenne d'ensemble, mais là, en l'occurrence, on va considérer que c'est une moyenne temporelle qu'on va faire. Et on va faire l'abstraction du fait qu'on a des bruits qui sont souvent non stationnaires, mais on va quand même considérer que c'est ergodique. Et surtout aussi, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on va pouvoir considérer que c'est un produit de convolution, parce que quand vous balayez une figure sur une séquence de ce type-là, qui est toujours la même figure, ça veut dire qu'implicitement, vous faites un produit de convolution entre le signal bleu et puis une petite fenêtre qui serait un truc moins et puis un truc plus au-dessus. Donc, si je l'exprime de cette façon-là, ça veut dire que je vais définir en termes électroniques, on dirait ma réponse impulsionnelle, ce serait quelque chose qui est un créneau négatif puis un créneau positif avec une largeur tau. Donc je fais moins plus, enfin, je prends l'échantillon suivant et je soustrais l'échantillon précédent. Donc on a ça, mais quand on exprime ça de cette façon-là, vous voyez que le produit de convolution est exprimé ici. Il y a en plus le carré et la moyenne qui sont liés à ce que j'ai écrit tout à l'heure, mais en tout cas on a le produit de convolution ici, mais quand on a un produit de convolution dans le domaine du temps, ça veut dire qu'on a un filtrage dans le domaine des fréquences. Et le filtre, il a une certaine réponse impulsionnelle. Qu'est-ce que c'est que la réponse impulsionnelle de ce filtre? C'est tout simplement la fonction de transfert de ce filtre, pardon. C'est tout simplement la transformée de Fourier de sa réponse impulsionnelle. Et bon, avec MATLAB, on arrive à faire des calculs sans trop de problèmes, mais même je le fais faire à mes étudiants, donc ça va être plus facile que ça. On retrouve un truc qui est simple, c'est un sinus 4 divisé par
son argument au carré. Non, ça, cette tête-là. Mais ce qui est important surtout, vous voyez ici, c'est qu'on a quelque chose, si vous avez une fréquence qui est très faible, on peut considérer que l'argument est égal au sinus, c'est un exponent radian, et donc vous avez π2 f4 divisé par π2 f2, donc vous avez quelque chose qui croît comme la fréquence au carré, la fréquence de Fourier au carré. Et si vous avez un bruit en f-2, vous multipliez quelque chose qui décroît en f-2, que vous multipliez par quelque chose qui croît en f2, vous avez quelque chose qui converge. Vous n'avez plus quelque chose qui devient infini à f égale 0. Et ça explique pourquoi cette variance, elle converge pour les bruits très basse fréquence. Et c'est ça tout son intérêt. Et donc là, du coup, avec une variance de ce type-là, même si vous avez un bruit qui est divergent, vous pouvez regarder sa variance et vous allez vous apercevoir, sa variance d'Alan, et vous allez vous apercevoir que quelle que soit la durée de la séquence, vous allez toujours obtenir quelque chose du même ordre de grandeur. Je ne dis pas la même chose parce que ça peut évoluer au cours du temps, mais ça va être du même ordre de grandeur en tout cas. Oui, j'appuie toujours là-dessus. Là. Alors voilà peut-être le graphe qu'il faut retenir, si vous avez quelque chose à retenir de ma présentation, c'est celle-ci. Ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai utilisé une grandeur qui est tau, qui est la largeur de mon intervalle. Je reviens sur celle-ci. Mais tout ce que je peux faire aussi, c'est, je ne suis pas obligé de me limiter à tau qui a cette largeur-là. Je peux m'amuser à regrouper les échantillons 2 par 2, par exemple. Je vais prendre ces deux-là, je vais prendre la moyenne de ces deux premiers-là, la moyenne des deux suivants, et puis je vais faire la variance d'Alan en appliquant ça sur ces nouveaux échantillons. C'est-à-dire que je le fais maintenant avec un pas qui n'est plus de taux, mais de 2 taux. Puis je peux le faire en prenant 4, ces 4-là que je moyenne, ces 4-là que je moyenne, et je fais la moyenne, enfin je fais la différence entre ces 4-ci et ces 4-là. J'élève au carré, et puis je balaye sur toute la séquence. Et je fais la variance d'Alan pour 4 fois taux. Et je peux faire ça jusqu'à ce que j'atteigne la limite possible, qui est la moitié de la totalité de ma séquence. Et donc du coup, on va être capable de tracer une courbe en fonction de taux, en fonction de ce que je viens de vous dire là, vous tracez une courbe de variance d'Alan et vous allez vous apercevoir qu'elle est d'abord très, très douce. Il n'y a pas de... C'est pas comme quelque chose d'aléatoire qui va varier dans tous les sens, c'est quelque chose qui varie très, 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 très doucement, et qu'il y a des asymptotes qui sont différentes. Elles semblent décroître au début, elles passent par un minimum ici, puis elles recroît ici. Autrement dit, c'est ici que vous avez la meilleure stabilité de fréquence. Aux alentours, pour le cas qui nous préoccupe, aux alentours d'à peu près 200 Hz, 300 Hz, je ne sais pas, je ne vois pas bien sur un biais. Mais ce qu'on est capable de faire aussi, c'est surtout de mettre en équation ce que je viens de vous dire. L'équation, elle a été écrite ici. Vous avez cette équation ici, par exemple, vous avez cette équation-là. Là, vous avez la densité spectrale de fréquence, donc c'est le modèle de bruit. Il faut remplacer SY de F par une constante si vous avez du bruit blanc, par quelque chose qui croît comme F2 si vous avez du bruit F2, ou qui décroît comme F-2 si vous avez du bruit F-2. Et puis vous faites cette intégrale-là. Et là aussi, on peut utiliser Mathematica, ça je ne le fais pas faire à mes étudiants, heureusement, mais avec Mathematica, si on fait le calcul en mettant ici H-2, F-2, ben vous obtenez ce résultat-là. Donc vous avez quelque chose qui croît comme taux. Et donc vous allez avoir une asymptote qui est l'asymptote bleue que vous voyez ici, qui croît comme taux et qui colle bien à la mesure qu'on a ici. Donc ça prouve que dans cette partie-là, le bruit qui domine, c'est du bruit qui est du bruit randomique. Ensuite, si vous remplacez ici par H-1, F-1, vous obtenez quelque chose qui est constant et qui vaut 2 log de 2, c'est ce palier que vous avez ici. Donc, dans cette région-là, l'oscillateur est principalement affecté par du bruit en 1 sur F, et puis etc., etc. Alors, juste une petite constatation aussi, c'est qu'on voit que la variance d'Alan, elle n'est pas faite pour ça, donc c'est pas très grave, mais pour le court terme, c'est-à-dire pour ce qui se passe dans cette région-là, elle n'est pas bien adaptée parce qu'elle n'est pas capable de distinguer le bruit en F et le bruit en F2. Dans les deux cas, elle donne une dépendance qui est en 1 sur taux carré. Et en plus, elle ne converge pas parce qu'il faut lui rajouter une fréquence de coupure haute, donc c'est un peu embêtant. Mais encore une fois, elle a été faite surtout pour le long terme. Donc pour cet outil-là, pour cette chose-là, c'est suffisant. Dernière chose, la plupart du temps, on a aussi des dérives linéaires de fréquence. Moi, j'ai parlé de phi tout à l'heure comme si c'était quelque chose de purement aléatoire, mais ça peut être aussi déterministe. On peut avoir une phase qui croît de manière quadratique ou linéaire. Et en tout cas, si vous avez une dérive linéaire de fréquence, alors quadratique en phase, ou linéaire en
fréquence. Si vous avez une dérive linéaire de fréquence, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a la variance va être aussi sensible à ceci, et vous allez avoir une autre pente qui est la pente jaune. Alors on la voit mal parce que j'ai peut-être pas fait un bon choix de couleur avec le jaune là, mais c'est la dernière asymptote qui est ici, qui frôle la courbe pour les dernières valeurs de taux. Et donc là, on est capable d'avoir une analyse assez précise de tout ce qui se passe sur cet oscillateur avec la courbe de valence d'Allen. Alors, comment après on fait le calcul? Il y a deux méthodes. Soit on le fait avec recouvrement, soit on le fait sans recouvrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que normalement, c'est un produit de convolution. Un produit de convolution, vous seriez censé faire bouger cette fenêtre ici rouge de manière parfaitement douce sur tous les échantillons. Mais vous ne pouvez pas faire moins que le pas d'échantillonnage. Du coup, vous allez la faire tourner comme ceci. Là, j'ai pris un pas qui est 3 fois taux 0, 3 fois le pas d'échantillonnage. Donc ici, taux égale 3 fois taux 0. Et puis je vais le faire la déplacer un tout petit peu d'un pas d'échantillonnage. Je refais la mesure, toc moins toc au carré, tac moins tac au carré, etc. Et je m'allais sur tout ça. Mais je peux aussi faire, si je suis pressé, en balayant par taux, par pas de taux. Donc je fais première mesure, ceci moins ceci au carré, deuxième mesure, ceci moins ceci au carré, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, je saute de 3 taux 0. Quel est l'avantage et quel est l'inconvénient? L'inconvénient de faire comme ceci, c'est que vous avez quand même beaucoup moins de valeurs pour faire votre moyenne, donc vous avez une bien plus grande dispersion. Donc ça, c'est très embêtant. L'avantage, par contre, c'est que c'est moins dispersé, les échantillons sont moins corrélés, je veux dire, parce que vous utilisez dans ce cas-là plusieurs fois les mêmes échantillons, donc il y a des corrélations qui naissent. Mais comme le bruit est par nature corrélé dans ces cas-là, généralement, les gens préfèrent toujours travailler avec la variance avec recouvrement parce qu'elle est très facile. Enfin, maintenant, c'est très facile avec un ordinateur de faire ça. Et puis, d'autre part, ça donne des barres d'erreur qui sont toujours beaucoup plus faibles. À titre indicatif, je fais des TP de temps en temps. On fait, dans le cadre de First Year, on fait une école qui s'appelle l'EFTS tous les ans, l'European Frequency and Time Seminar, dans lequel je fais des TP sur ce genre de manip. Et pour bien montrer que c'est simple, pour démystifier un peu ce que c'est que la variance d'Allen, je fais faire avec un tableur au départ avec mes étudiants. C'est vraiment, le calcul est vraiment tout simple. Hein, vous prenez des échantillons les uns après les autres, et ça peut se faire avec un tableur, c'est pas la peine d'avoir une usine à gaz informatique pour faire ces calculs-là. Donc c'est juste un détail. Alors maintenant, de quoi faut-il parler? Est-ce qu'on parle de variance d'Allen ou est-ce qu'on parle de déviation d'Allen? La déviation d'Allen, évidemment, c'est la racine carrée de la variance d'Allen. Alors tout dépend de ce qui vous intéresse. Si vous voulez parler du sens physique, il n'y a pas de doute. Si, du point de vue du sens physique, c'est la déviation d'Allen qui est la plus intéressante, puisqu'on peut directement la traduire comme étant une incertitude de temps sur une durée. Autrement dit, vous faites une mesure qui dure un certain temps, et quelle est l'incertitude sur votre durée? C'est directement plus ou moins ce qu'elle peut vous donner la variance d'Allen. Par exemple, sur une horloge à césium, vous savez que sa variance d'Allen sur une durée d'un jour, c'est à peu près de 10-14, typiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le delta t qui est ici, ça va être sigma y de taux, c'est-à-dire 10-14, multiplié par cette durée de taux qui est un jour. Donc 10-14 multiplié par un jour, c'est 10 puissance 5 secondes, enfin 86 400, comme l'a dit Yann tout à l'heure, ça nous fait 10-9. Donc ça veut dire que si vous avez cette caractéristique-là, votre horloge, vous pouvez considérer qu'elle a une instabilité de l'ordre de la nanoseconde par jour. On peut aussi regarder ce qui se passe du point de vue des fréquences. Si vous travaillez avec, un maser à 100 MHz, par exemple, vous savez que sur une heure, le maser, il a une stabilité de... vous voyez le lapsus que je fais, je parle directement de stabilité au lieu de parler de déviation d'Allen. C'est presque pareil. La déviation d'Allen, c'est un estimateur d'instabilité, mais ce n'est pas la stabilité. Bref. Sigma y de taux pour une heure, ça vaut 10-14, donc ça veut dire que si vous avez une fréquence de 100 MHz, vous pouvez considérer que c'est delta F, la petite variation de fréquence sur la fréquence nominale de l'oscillateur, donc 100 MHz. Donc 100 MHz, c'est 10-8, multiplié par 10-14, ça vous fait 1 microhertz. Donc vous pouvez considérer que votre instabilité de fréquence sur une heure, c'est de l'ordre du microhertz par rapport aux 100 MHz de votre maser. Alors l'avantage, il est clairement en faveur du sens physique de la variance de la déviation d'Allen, donc c'est très facile à interpréter, donc tout le monde préfère
la déviation d'Alan, mais il y a un bémol qui est extrêmement important, c'est qu'il faut faire attention aux biais. Et en particulier, ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, de vous montrer une courbe, d'ailleurs, oui, c'était une déviation. Il ne faut pas oublier que si vous voulez faire toutes les asymptotes qui sont là, quand vous allez regarder le bruit global, il ne faut pas faire la somme de ces asymptotes en déviation, parce que c'est en variance qu'il faut faire la somme. Je vous rappelle que la somme de plusieurs lois de puissance, enfin la racine carrée de la somme de plusieurs lois de puissance, c'est pas pareil que la somme de la racine carrée de ces lois de puissance. Donc sinon, ça fait des biais. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, et en particulier si vous faites du fit par rapport à une courbe d'Alan de variance, utilisez systématiquement la variance d'Alan et pas la déviation d'Alan. Oui, never fit the Alan deviation, utilisez toujours la variance d'Alan et pas la déviation d'Alan. Sinon, vous allez avoir des choses qui seront complètement fausses. Et après, vous pouvez très bien les traduire en termes de, vous prenez la racine carrée ensuite sur ce que vous voulez afficher, ça marche. Donc là, j'ai parlé de la variance d'Alan, qui est, comme je l'ai dit, l'archétype des variances, mais il y a plein d'autres variances qu'on peut utiliser. Une qui est assez utilisée aussi, c'est la variance de Hadamard, mais qui est parfois écrite Pisa-Bono avec un coefficient un peu différent. Ça, cette fois, c'est une variance qui a 3 échantillons. Vous voyez que vous faites 2 fois l'échantillon central, moins l'échantillon de gauche, et moins l'échantillon de droite. Donc vous avez ces 3 échantillons-là qui correspondent à une différence d'ordre 2, donc une dérivée d'ordre 2, si vous voulez. Donc du coup, l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle va être complètement insensible à tout ce qui est dérive de fréquence. Et ça, c'est très utile, parce que ça vous permet justement de regarder sur le très long terme quel est le comportement des différents types de bruit qui va affecter votre oscillateur sans être gêné par les termes de dérive. Parce que le terme de dérive, ça a l'air sympathique quand je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que ça montre que la variance d'Alan, elle peut mesurer du même coup la dérive, tout ça, etc. Mais quand elle mesure la dérive, vous ne voyez plus le bruit de marche aléatoire qui est derrière. Et pourtant, c'est très important, si vous voulez faire du timekeeping en particulier, de savoir quel est le niveau de bruit ultime qui va vous embêter, donc ne pas être affecté, ne pas être gêné, ne pas être caché par cette dérive. Donc ça, c'est très utile, cette variance-là. Autre variance qui est extrêmement importante, c'est la variance d'Alan modifiée. Alors elle a été inventée par Alan aussi dans les années, je crois que c'était tout début des années 80, pour pallier le problème principal de la variance d'Alan qui correspond au fait qu'elle n'arrive pas à distinguer le bruit blanc de phase et le bruit flicker de phase. Vous avez vu, et en plus elle est obligée de prendre on est obligé d'avoir une fréquence de coupure haute qui est généralement la bande passante du système. Donc pour s'affranchir de ça, on a fait une variance qui a... Alors il faut imaginer que vous ayez des écrans qui sont beaucoup plus fins, hein. Vous avez quelque chose qui se fait avec des pas qui sont de l'ordre de la nanoseconde, disons de la microseconde, et puis ici quelque chose qui est de l'ordre de la seconde. Donc vous ne voyez pas les pas, vous avez quelque chose de beaucoup plus doux. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous avez quelque chose, une variance qui va converger même pour les bruits haute fréquence. Et donc ça, c'est très important, mais c'est surtout important parce que c'est ça qui va être utilisé pour faire la time variance. La time variance, c'est la variance d'Alan modifiée à laquelle, que vous allez multiplier par un facteur tau au carré, et bon, il y a un facteur 1 tiers, je ne me rappelle plus d'ailleurs quel est le rôle de ce facteur 1 tiers, mais peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va être directement exprimé en temps au carré, parce que ça, c'est sans dimension. Toutes les variances que j'ai montrées jusqu'à présent sont sans dimension, et là, vous allez avoir quelque chose qui sera un temps au carré. Si vous prenez la déviation la time deviation, donc vous prenez la racine carrée de ça, vous avez directement quelque chose qui va vous donner un temps. Autrement dit, ça va vous dire quel est le temps, quel est l'écart de temps que vous pouvez avoir si vous attendez 1 heure, une journée, 1 mois, 1 an, etc. Donc ça, c'est extrêmement utile et extrêmement utilisé pour les gens qui font du timekeeping. En tout cas, c'est à recommander pour toutes les applications temporelles, donc en particulier ce qui nous intéresse dans cette session, cette fin de semaine. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les réponses et toutes les variances. Notez seulement une chose, c'est que la variance d'Adamard qui est ici, elle a l'avantage, donc, comme je vous l'ai dit, d'être insensible à la dérive linéaire de fréquence, mais elle converge aussi pour les bruits très basses fréquences, ce qui peut avoir des avantages dans certains cas. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, comme la variance d'Alan, elle est obligée d'avoir une fréquence de coupure haute pour les bruits haute fréquence, et qu'elle n'arrive pas à les distinguer elle non plus, alors que la variance d'Alan modifiée, elle a une dépendance en taux au carré ici et une dépendance en taux au cube. Enfin, 1 sur taux au carré ici, pardon, et 1 sur taux au cube.
là, ce qui fait qu'elle les distingue parfaitement. Et donc vous avez le même résultat ici, évidemment, puisque c'est juste un facteur près la même chose. Et donc vous voyez qu'ici, vous avez quelque chose qui est proportionnel au temps, là c'est la taux puissance 3, etc. Il y a un facteur taux 2 qui a été remis ici dans ces équations, évidemment. Ah tiens, ça me fait penser qu'il y a un bug, je l'ai envoyé, ça doit être mon ancienne version de mon diaporama, parce que j'ai corrigé dans la nouvelle version, le taux carré, il n'est pas au dénominateur, il est au numérateur ici. Bref. Alors, ça m'amène à revenir sur ce qu'a dit Yann tout à l'heure quand il vous parlait d'holdover et de choses comme ça. Typiquement, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a fait avec Jérôme il y a quelques dizaines d'années, qu'est-ce qui se passe si par exemple vous essayez de comparer deux horloges, de synchroniser deux horloges l'une par rapport à l'autre, typiquement. Donc, vous voyez qu'il y en a une qui a une légère dérive quadratique, et puis d'un seul coup, vous n'avez plus votre référence. Donc c'est ça typiquement le holdover. Vous allez la laisser, à partir de la dérive parabolique que vous aviez estimée ici, vous allez la laisser, et là c'est en phase, hein, vous allez la laisser dériver, vous allez regarder ce que ça donne. Et bien vous allez avoir un time interval error qui va se mettre à augmenter en fonction du temps, et ça va augmenter plus ou moins vite suivant que vous avez tel ou tel type de bruit qui est là. Et ça c'est quelque chose qui est... contre lequel vous ne pourrez rien, ça, comme le disait Elias tout à l'heure, ce sera toujours le cas. Et ici, si vous regardez uniquement le time interval error, vous avez quelque chose qui est relativement, toujours à peu près du même ordre de grandeur pendant la période d'interpolation, mais pendant la période de holdover, ça se met à croître. Et ça va toujours croître. Donc il est possible, dans certains cas, de prévoir le maximum time interval error, c'est-à-dire de prédire un petit peu, en fonction des différents types de bruits que vous avez dans votre signal, donc en particulier avec la variance, la time variance, vous êtes en mesure de pouvoir dire ça devrait être borné par mon signal, s'il était là, il devrait être borné. Vous voyez que ça augmente un peu comme une trompette, c'est normal parce que ça va être quadratique, plus ou moins fortement. Et généralement, vous êtes capable de donner des bornes, par exemple à 68% de chance ou à 95% de chance. Là, visiblement, c'est à 68%, donc de temps en temps, ça sort un petit peu, mais généralement, ça reste dedans. Par contre, de temps en temps, ça sort carrément, mais on peut imaginer que ça va revenir dans le droit chemin, si je puis dire, par la suite. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser si on veut vérifier qu'il n'y a pas de leurrage, par exemple. Si d'un seul coup, vous avez votre horloge de GPS et votre horloge de référence qui se mettent à diverger l'une par rapport à l'autre, alors qu'avant, elles étaient dans des domaines qui étaient tout à fait comparables, ça veut dire que peut-être il y a un souci qui existe de ce point de vue-là. Donc ça peut être aussi un indice qui va être extrêmement important. Je ne sais plus ce que j'ai à dire après. Si, je vais finir par une chose qui est quand même importante dans les quelques minutes qui me restent. Imaginez que vous ayez ce type de... Vous faites votre variance d'Alan, vous pouvez varier de taux depuis 1 seconde jusqu'à 2 jours, parce que pour avoir une valeur à 1 jour, il faut attendre au moins 2 jours. Vous avez ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? L'idéal, ce serait d'essayer de faire un fit par rapport à ça pour voir quels sont les différents asymptotes que vous observez. Là, on s'aperçoit que c'est très bien fité par 2 asymptotes. Une qui est constante, ici, et puis une qui décroît comme un surtout, là. Donc ça, après, il faut essayer de comprendre quels sont les responsables de ces 2 types de comportements de votre variance. Et alors, on peut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire regarder ce qui se passe à 1 Hz et s'apercevoir que ici, vous avez votre coefficient qui est 4 10 moins 28, et là, vous avez 6,5 10 moins 23 multiplié par taux moins 1 pour avoir cette courbe-là. Donc c'est important aussi de le noter sur cette courbe. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, il faut revenir au tableau que je vous avais montré tout à l'heure, le tableau qui vous donne la réponse de la variance d'Alan en fonction des différents types de bruit. Qu'est-ce qui nous donne, par exemple, une dépendance en 1 sur taux? Ce qui nous donne une dépendance en 1 sur taux, c'est ça. Donc ça veut dire que s'il y a une dépendance en 1 sur taux, ça veut dire que votre bruit principal, en tout cas dans cette partie-là, la partie de la courbe, qui était plutôt les basses fréquences, les temps courts, c'est du bruit blanc de fréquence. Donc il y a une première asymptote qui est du bruit blanc de fréquence, et puis une deuxième asymptote qui était horizontale, ça c'est typique du bruit flicker de fréquence, le bruit en F sur F. Donc là on peut dire déjà qu'on a ces 2 types de bruit dans notre signal. Alors je reviens juste un tout petit peu en arrière pour vous rappeler les termes qu'on avait trouvés. Retenez bien 6,5 10 moins 23 multiplié par taux moins 1, ça c'est l'équation de la courbe rouge,
Et 4 10 puissance moins 28, c'est l'équation de la courbe bleue. Donc cette équation-là, elle est égale à 6,5 10, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref, c'est égal à ça, puis l'autre, c'est égal à ça. 4 10 moins 28, là, c'est égal à ça. Donc on peut aller plus loin. 6,5 10 moins 23, taux moins 1, c'est égal à 0 sur 2 taux. Donc ça veut dire que le niveau de bruit, et là je fais de l'analyse spectrale quand je fais ça, et je reviens à mes modèles de bruit que j'ai définis tout à l'heure, c'est, bah, vous faites une opération, vous multipliez ça par 2, les taux disparaissent, ça vous fait 1,3 10 moins 22. Donc vous avez un niveau de bruit blanc qui est de 1,3 10 moins 22. De la même façon, vous aviez 4 10 moins 28 qui est égal à la réponse de la variance d'Alan pour le bruit flicker, de log de H-1. Donc ça veut dire que H-1 est égal à 2,9 10 moins 28. Donc vous avez directement une estimation de la densité spectrale de fréquence de votre oscillateur, qui est 1,3 10 moins 22 plus 2,9 10 moins 28 divisé par F. Donc ça vous montre qu'on peut, même en faisant du long terme, même en utilisant des outils qui sont des outils dans le temps, revenir quand on veut au domaine spectral pour regarder à quoi ça correspond du point de vue des différents niveaux de bruit et les différents types de bruit qu'on doit avoir. Mais vous pouvez aussi rester dans le domaine classique, dans le domaine du temps, et là vous avez racine carrée de 6,5 10 moins 23 tout moins 1 plus 4 10 moins 28, c'est directement les deux asymptotes que j'avais tout à l'heure. Donc on peut distinguer que si les temps sont courts, c'est ce terme-là qui va être dominant, évidemment, et donc là, si je tiens ça, je vais prendre la racine carrée de tout ça, et je vais dire que ça fait racine carrée de 6,5 10 moins 23, c'est 8 10 moins 12, taux moins 1,5, donc j'ai une variance d'Alan qui décroît en taux moins 1,5, taux à la puissance moins 1,5 avec un coefficient qui est celui-ci. Et puis si je suis dans la partie où c'est ce terme-là qui est prépondérant, donc au-delà on va dire au-delà d'une journée, eh ben, je vais avoir une variance d'Alan qui est de 2 10 moins 14. Ça c'est une horloge à césium, donc c'est assez caractéristique de ce type d'horloge. Mais l'autre façon de faire, qui est plus directe, si c'est ça qui vous intéresse, c'est d'utiliser directement la time variance. Parce que si vous utilisez la time variance, vous allez directement avoir cette courbe-là. Donc là, vous avez, alors celle-là, on s'en moque un peu parce que ça ne nous intéresse pas, c'est vraiment ce qui se passe sur les temps courts. Mais c'est dans le processus des horloges atomiques, il y a une petite bosse qui est due à l'asservissement sur la... Enfin bref, on s'en moque. Ce qui compte, c'est ça. Mais là, vous avez directement quelque chose qui est gradué en temps. Ça, c'est une nanoseconde. Et vous voyez que vous avez une instabilité de l'ordre de la nanoseconde qui apparaît à peu près ici. Donc là, on est un tout petit peu au-dessus de la nanoseconde. Et vous voyez, une nanoseconde pour un jour, ce serait exactement le coin de ces dégradations qui sont là. Donc ça vous donne directement la réponse que vous pouvez souhaiter si vous êtes intéressé directement à la stabilité temporelle. Pour finir, il me reste juste deux choses à vous dire. Je crois qu'il n'y en a même qu'une, parce que la deuxième chose, c'est la biblio. C'est juste quels sont les outils qui vous permettent de faire des calculs de ce type-là. Alors, encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire votre propre programme en Python ou en C ou en ce que vous voulez, ou même avec un tableur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir la variance d'Alan. Si vous voulez avoir des outils un petit peu plus sophistiqués pour avoir des barres d'erreur, pour avoir des choses comme ça, il y a plusieurs outils, alors j'en cite les principaux. Stable32, c'est un outil qui était sous Windows, mais qui malheureusement, je crois, n'est plus maintenu. Je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse encore le trouver. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de mise à jour ou de choses comme ça qui vont exister. Il y a un outil un peu différent qui est Sigma Theta qu'on a fait. À la base, c'est à Besançon qu'on a imaginé, mais il y a des collègues d'autres labos qui ont travaillé, mais qui est... Alors, pour le coup, là, c'est carrément pour Unix, macOS, pour les gens qui sont fans des lignes de commande. Ce n'est pas le cas de tout le monde, en tout cas. Donc ça, c'est en open source. Et puis, pour les gens qui sont intéressés par des codes Python, il y a une plateforme qui existe, qui est Alan Tools, qui a été développée par des collègues Alan Wallin, Anders Wallin et Frédéric Médadier en particulier, qui propose tout un tas de fonctions Python qui sont aussi en open source et qui sont disponibles ici. Et le projet qu'on a actuellement, en particulier entre Frédéric Médadier et moi, c'est d'essayer de faire des passages, des passerelles entre les deux, parce que l'avantage de ces programmes-là, c'est qu'ils sont écrits en C, donc ils vont beaucoup plus vite, en particulier pour tout ce qui est calcul d'incertitude, mais qui soient accessibles on puisse les appeler depuis les codes Python. Et il me reste à vous présenter ma biblio. Alors, je ne vais pas vous détailler toute ma biblio, mais il y a des points extrêmement importants qui sont peut-être ici.
le standard I3E pour toutes les données qui sont faites du point de vue de métrologie du temps et des fréquences. Donc ça, vous pouvez retrouver la dernière révision date de 2022, la précédente était de 2008, donc on en a fait une il n'y a pas très très longtemps. Et puis j'ai parlé tout à l'heure aussi du travail qu'on avait fait avec Jérôme Delporte, je ne sais plus où je l'ai mis, mais c'est intéressant, c'est pas vanter mes papiers, hein, c'est pas le but du jeu, mais si vous voulez vraiment regarder ce qu'on peut faire du point de vue du holdover, et puis de regarder ce qui se passe sur les stabilités à long terme, c'est un papier qui va être... voilà, c'est ce papier-là, qui a été publié, oui, la date est indiquée en 2001, et donc c'est justement pour voir comment on peut dériver un signal à partir du moment où on a arrêté de le synchroniser avec un autre horloge. Je vous remercie de votre attention, j'espère avoir tenu les délais. Je ne sais pas si j'ai le temps pour les questions. Merci beaucoup François, le timing est absolument parfait. Quelques questions? Oui. Une question pratique, la variance d'Alan, tous les industriels sont censés le fournir avec leurs produits? Généralement, la plupart du temps dans les datasheets, on a la partie haute fréquence qui est donnée avec une L2F ou une SI2F, et puis la partie long terme qui est donnée avec une variance d'Alan. En tout cas pour les c'est sous l'appellation variable Feldman. Ouais. La plupart du temps dans les fabricants. Alors, le travail qu'on avait fait avec Jérôme, c'était aussi parce que dans le domaine extérieur au temps fréquence, en particulier dans le domaine du spatial, les spécifications étaient généralement données d'une autre façon, c'était donné plutôt en termes de holdover, etc., enfin de capacité à tenir entre deux synchronisations d'une horloge. Et c'est pour ça qu'on avait été obligé de faire ce travail. La plupart du temps, les fabricants dans le domaine temps-fréquence donnent la variance d'Alan à 1 heure, à 1 jour par exemple, ou quand c'est des oscillateurs à quartz, à 1 seconde, à 10 secondes, à 100 secondes. D'autres questions? Dans ce cas-là, je me permets de poser une question presque naïve. Si je comprends bien... C'est les pires. Tu le dis. Il y a les oscillateurs classiques et quantiques. De point de vue descriptif et de langage, on utilise le même langage pour décrire les deux. Il n'y a aucune nouveauté qui est amenée par la mécanique quantique. Non, pas à ma connaissance. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des bruits plutôt caractéristiques pour le premier, pour le deuxième type d'oscillateur ou... Oui, on n'a pas exactement les mêmes types de bruits dans les oscillateurs. Le modèle en loi de puissance que j'ai montré ici, on utilise toujours, à ma connaissance, même pour les oscillateurs, les horloges optiques. Il y a des causes physiques qui, par contre, peuvent être radicalement différentes, mais ça n'a pas bouleversé complètement la façon dont on a de faire un modèle en loi de puissance. Je peux rajouter peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu entends exactement par un oscillateur quantique? Un système quantique qui est un oscillateur. Disons que la frontière entre les deux est un peu floue. Disons qu'un oscillateur. Un laser. Une horloge. C'est un champ électromagnétique qui oscille comme une thyroïde, essentiellement. C'est aussi un système quantique avec des photons dedans. Oui, une horloge atomique à césium aussi, mais par contre, un quartz, on peut dire que c'est un peu moins quantique. C'est un peu moins quantique. Donc par rapport au point. En tout cas, le modèle de bruit que j'ai donné, c'est un modèle de bruit qui s'applique aussi bien, en tout cas, aux oscillateurs. Depuis 1966, en 1966, on avait déjà des césiums, on avait déjà des oscillateurs à quartz, et on utilisait ça pour tout. L'expérience montre qu'on n'a pas radicalement changé les choses avec les horloges optiques. Donc les horloges à césium, c'est les horloges qu'on qualifie de quantiques, en tout cas ce qui se passe au niveau de l'interaction entre c'est effectivement quantique, mais ça n'a pas changé les choses, et je ne pense pas que ça change non plus radicalement les choses du point de vue optique. Merci beaucoup. Oui. Vous considérez implicitement que dans la dérive, c'est un mode gaussien. Oui. S'il n'est pas gaussien, qu'est-ce que vous faites? Alors, attendez, quand je dis que la dérive est un bruit gaussien, je considère que... Il faut que je revienne en arrière, c'est mon slide qui est ici. Oui, je considère ici que cette quantité-là
Cette quantité-là s'écarte de toute façon. Si vous aviez, imaginons que vous ayez une centaine d'oscillateurs identiques, mais parfaitement indépendants. Bizarre, mais enfin, vous auriez un oscillateur qui bougerait comme ceci, un oscillateur qui bougerait comme cela, etc. Du point de vue de la moyenne d'ensemble, vous auriez quelque chose qui serait gaussien. Par contre, du point de vue temporel, c'est pas vrai. C'est vrai du point de vue de la moyenne d'ensemble, mais c'est pas vrai du point de vue de la moyenne temporelle. Parce que du point de vue de la moyenne temporelle, effectivement, là, vous avez vraisemblablement quelque chose qui n'est pas un bruit stationnaire, un bruit gaussien, et donc là, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est gaussien. Donc là, il n'y a pas d'ergodicité dans ce cadre-là. Par rapport à l'overlap à l'invariance, donc l'estimation de l'erreur basée juste sur les statistiques du calcul, du coup, et paraît fausse parce qu'il y a une forte corrélation entre les échantillons successifs. Donc il faut alors, elle est fausse. Elle est optimiste parce que si on considérerait deux ensembles différents, oui, mais... on pourrait avoir un cours différent plus que les barres d'erreur. Entièrement d'accord, mais ce qu'on fait, c'est que quand on met les barres d'erreur, on prend en compte justement le fait qu'on a un nombre de degrés de liberté qui est le vrai nombre de degrés de liberté qu'on a. Parce que le but du jeu, c'est pas de croire aveuglément le fait qu'on ait 100, on a fait la moyenne sur 100 échantillons, donc ça veut dire qu'on a une loi de T2 à 100 degrés de liberté, c'est pas vrai. On essaie de trouver le nombre de degrés de liberté effectifs, c'est-à-dire qu'on prend en compte justement toutes les corrélations qui existent entre les différentes données pour faire la barre d'erreur qui va bien. Alors je n'ai pas montré les barres d'erreur parce que ça ferait un paquet de 2 heures aussi à faire, vous faire subir là-dessus, c'est pas forcément le but du jeu. Mais effectivement, on est obligé de prendre ça en compte. Il y a tout un travail assez important qu'il faut faire après pour vraiment, si on veut faire des statistiques propres par rapport à ce qu'on fait avec la valence d'Alain. Oui. Et ce que vous appelez la déviation, c'est l'écart-type. Oui, c'est l'écart-type. Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'être confronté à un nombre d'échantillons très faible, c'est-à-dire que dans ces conditions, l'écart-type n'est plus égal à la racine carrée de la variance. Il faut faire une correction de levier est considérable. Est-ce que vous tombez dans cette situation? On tombe systématiquement dans cette situation quand on est pour les valeurs de taux, enfin les grandes valeurs de temps. Parce que, imaginez que vous ayez une séquence, vous avez pris des mesures pendant une journée. On a tous la tentation d'exploiter au maximum nos mesures. Donc imaginons un échantillonnage d'une seconde, donc ça fait que vous avez 86 400 mesures. Vous allez faire la variance de taux à taux égale 1 seconde, à taux égale 2 secondes, mais vous allez vouloir aller jusqu'au maximum, c'est-à-dire la moitié de la séquence. Vous prenez la moitié de la séquence, la première moitié de la séquence, moins la deuxième moitié de la séquence, vous l'élevez au carré et vous divisez par 2. Et vous dites, ça c'est mon dernier estimateur. Donc là aussi, vous allez effectivement, vous faites quelque chose qui est assez scandaleux du point de vue statistique, mais rien ne nous empêche après de regarder justement le biais qui a été conditionné par ce type de choses. Et en particulier sur la barre d'erreur que vous allez avoir. Il y a deux types de biais. Il y a un biais qu'on peut calculer, moi je le fais avec une méthode bayésienne, mais en plus il y a une barre d'erreur qui est extrêmement importante. Donc si on prend tout ça en compte, on peut le faire. Mais il faut bien savoir ce qu'on fait, effectivement. Il ne faut pas toujours avoir une croyance aveugle dans ce que vous donne la variance d'Alain ou la déviation d'Alain directement. Et si je peux ajouter, si on fait comme avec, tu dis avec un tableur ou un petit programme sur en Python, on aura la variance d'Alain, on aura ça. La barre d'erreur, naïvement, tout le monde se plantera. Oui. Donc, si vous voulez correctement la barre d'erreur, prenez un des 3 packages qui sont tamponnés. Tout seul, vous allez vous planter. Les 2 premiers, parce que je crois que sur Alan Tools, il n'y a pas encore de barres d'erreur qui sont faites. Si un câble est caché. Ah. Éventuellement la dernière question. Sinon, je vous invite de prendre un petit café et poursuivre les discussions. Encore une fois, merci beaucoup.